Alors ton concept, ta manière de méditer, tu l'appelles la méditation pleine présence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, notamment le distinguo par rapport à la méditation pleine conscience? Je suis gêné de parler de la méditation pleine présence ou même pleine conscience. J'aime pas faire des comparaisons parce que méditer, c'est méditer, quoi. Il n'y a pas mille et une façons de méditer. Seulement, il y a des points de convergence et puis quelques points, disons, pas de divergence, mais de complémentarité. Je place la perception comme primat de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perçoit les choses avant d'en être conscient. Donc, nous développons beaucoup la perception, et la perception sous l'angle phénoménologique. Un autre domaine, c'est la notion de présence. Toutes les méditations, évidemment, préconisent d'être présent au présent, d'être présent à l'instant présent. Et ça, c'est indispensable, puisque dans la méditation, on ne s'adresse pas au passé, on ne s'adresse pas à l'avenir, mais on essaie de se river à l'instant immédiat et essayer de percevoir, d'être conscient de ce qui se passe au moment où je suis en train de méditer. Ce qui se passe au niveau des sensations corporelles, au niveau de l'émotion, au niveau des affects, au niveau de la pensée, à tous les niveaux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps pendant que je suis en train de méditer. Donc on est dans le présent au présent. Mais ce qui m'importe le plus, c'est la dimension relationnelle, pas simplement temporelle de la présence. Donc je développe beaucoup la relation au niveau de la présence, c'est-à-dire comment entrer en relation de présence à soi, comment rentrer en relation de présence à autrui, comment rentrer en relation avec le monde, mais aussi comment rentrer en relation avec le plus grand que l'homme. On ne peut pas faire l'économie de cette dimension mystérieuse qui est véhiculée par la méditation. Quand on est présent, on devient conscient. Plus on est pleinement présent, plus on est pleinement conscient. Un troisième point qui, moi, me semble important, c'est la relation au corps. Normalement, la méditation, c'est une science de l'esprit. Eh bien là, j'essaie de relier l'esprit au corps, de telle sorte qu'on comprenne bien que tout ce qui est ressenti à l'intérieur du corps a une incidence sur l'esprit. Et le dernier point qui me semble là le plus important, c'est la présence du mouvement interne. C'est-à-dire que nous essayons de contacter la présence d'un mouvement interne qui anime la matière. C'est un mouvement qui porte en lui-même un principe de force qui tend à préserver l'état de santé, à préserver l'équilibre et qui tend à aller vers la croissance. Est-ce que tu peux nous présenter les principes et nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire une méditation guidée? Il y a 20 ans, j'ai introduit l'introspection sensorielle ou la méditation dans l'enseignement officiel de l'université. Et donc, je guidais les personnes pour les aider à percevoir ce qu'ils ne percevaient pas, pour les aider à poser leur conscience sur des zones, sur des endroits, sur des vécus. Et je me suis aperçu que cette aide leur favorisait leur apprentissage de la méditation. Et donc j'ai commencé comme ça, quoi. Alors pour beaucoup ça peut gêner parce que la méditation est synonyme de silence. Moi personnellement je considère que méditer s'apprend. Il faut apprendre à méditer et ce n'est pas aussi simple que ça que méditer. C'est pas simplement garder le silence puis écouter. Il faut apprendre
apprendre à méditer comme on apprend les mathématiques. Et donc, le guidage verbal participe à cette pédagogie, à cet apprentissage. D'accord. Et en complément de ce guidage verbal, tu as également des piliers sur lesquels tu t'appuies pour installer le temps de méditation. Est-ce que Oui. tu peux nous en parler? Il faut prendre la personne là où elle est. Nous ne sommes pas tous égaux dans la façon de se percevoir. Il y a des personnes qui spontanément ont une affinité avec la perception de leur intériorité et d'autres qui ont des difficultés à entrer en relation avec le vécu de leur corps. Donc il faut nécessairement créer une pédagogie qu'on a appelée step by step, c'est-à-dire la pédagogie du pas à pas. Et donc on part d'exercices le plus facile pour aller vers des exercices de plus en plus complexes qui sollicitent des facultés cognitives, relationnelles, intellectuelles, spirituelles de plus en plus grands au fur et à mesure que l'on propose des exercices. Donc j'ai toujours en tête l'idée de partir sur des exercices simples. Quand je dis exercices simples, ça veut dire des exercices que les personnes peuvent réaliser de façon contrôlée, qui ne sollicitent pas trop le rapport, qui sollicitent le faire plutôt que le sentir. Et progressivement, j'amène les gens à aller vers le ressenti. Il y a le step 1. Le step 1, on part sur des exercices très simples. La respiration, par exemple, ou contacter le corps, la position du corps. Ce sont des exercices simples. Il suffit juste d'avoir la volonté de percevoir et c'est simple. Et puis il y a les exercices step 2. Step 2, ce sont des exercices qui vont aider la personne à entrer en rapport, en relation. C'est plus complexe de sentir ce que nous sommes en train de faire, d'être conscient de ce que nous sommes en train de faire, de développer ce rapport avec la chose observée. Et puis il y a un troisième temps qui est le step 3. Le step 3, c'est encore quelque chose de plus compliqué qui sollicite le rapport à ce fameux mouvement interne dont je parlais tout à l'heure, qui est plus difficile à capter. Le mouvement interne, il est toujours présent dans un corps, mais on peut le percevoir comme on ne peut pas le percevoir. Et donc là, ce sont des exercices qui tendent à aller vers la relation au mouvement interne. Au départ, ces trois temps-là sont accompagnés par l'instructeur. Il accompagne à travers le verbe, à travers des exercices, à travers des exercices simples. La personne découvre pas à pas, d'abord développer le savoir-faire, puis ensuite développer la relation, et puis ensuite développer le rapport au mouvement. Et le step 4, là on cherche l'autonomie, c'est-à-dire que la personne doit être capable de percevoir ce qu'elle ne percevait pas seule, ou ce qu'elle percevait en la présence du guide. Alors là, il n'y a plus de guide, la personne est livrée à elle-même et elle essaie de retrouver les sensations qu'elle ressentait comme quand elle était accompagnée. Et donc là, c'est l'autonomie qui est visée. Quand on suit un peu à Chambly les différentes méditations que tu proposes, on note une variabilité de ton discours pendant la méditation. Alors, selon quel principe tu modifies ou adaptes ce discours? Est-ce que c'est pour susciter l'intérêt ou est-ce que tu as des objectifs différents à chaque méditation? Donc il y a une variabilité effectivement des consignes dans la mesure où en fonction du thème, mes consignes seront complètement différentes.
si je fais un travail sur le support de la pensée, eh bien, ce sera complètement différent que si je fais un travail sur la relation au corps. D'accord. Et à l'issue de ces méditations, on a la possibilité, enfin le guide et les méditants ont la possibilité de décrypter ou de partager leurs ressentis. Est-ce que tu penses que c'est important de mettre systématiquement des moments d'échange et de partage, qu'ils soient personnels ou collectifs, après une méditation? Est-ce que c'est important donc de faire parler les gens, de faire témoigner les gens sur leur expérience qu'ils ont vécue pendant la méditation? Pour nous, oui. Bon, évidemment, moi, mon métier, c'est maintenant, en tout cas actuellement, c'est d'être psychopédagogue. Donc, il est clair que la méditation pleine présence a une composante éducative très importante parce que je m'inspire de mon expertise. Il est clair qu'il faut aider les gens à décrire leur expérience. Non pas qu'ils m'expliquent ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils décrivent leur expérience qu'ils ont vécue pendant la méditation. Donc la personne est amenée à revisiter son expérience et à valoriser cette expérience et à la valider. Quand je dis valider, c'est-à-dire à tirer du sens de ce qui a été vécu. Donc oui, je considère que c'est extrêmement aidant comme moyen d'apprentissage, comme moyen pédagogique, de donner la parole aux personnes qui méditent et c'est un excellent outil d'apprentissage.